bonsoir. Chaque année, près de 100 000 automobilistes perdent tous leurs points et par conséquent leur permis de conduire. Mais certains décident malgré tout d'enfreindre la loi et continuent à conduire en toute illégalité. Il serait plus d'1 million en France. Rémi, 24 ans, est la victime de l'un de ses chauffards. Alors qu'il circulait à moto, il a été renversé par un conducteur sans permis. Il est aujourd'hui tétraplégique. Nous avons rencontré un de ces conducteurs hors la loi. Après des années à circuler sans permis et à éviter les contrôles de police, Mehdi a décidé de repasser son examen. Nous l'avons suivi en caméra cachée. En moyenne, le fameux papier rose revient à plus de 1 000 €, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, certains ont trouvé la parade. Ils le passent à l'étranger, parfois en quelques minutes seulement. Moins cher, plus rapide, plus facile. Ces permis à l'économie commencent à inquiéter les autorités. Voici Permis de conduire, enquête sur les dessous d'un trafic. Et 76, et lui, les distances de sécurité, il connaît pas. Vous perdez des points, les distances de sécurité, c'est des points en moins. Donc vous n'avez plus qu'à recommencer l'examen du permis de conduire. Parce qu'en plus, vous me retirez des points pour un téléphone que j'avais pas à l'oreille. Tu conduis donc sans permis tous les jours? Depuis 3 ans. D'accord. Je vis dans l'angoisse du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que je rentre à la maison. C'est impossible de distinguer à ce moment-là qui était au volant. Et dans ce cas-là, vous ne perdrez aucun point sur le permis de conduire. Maintenant, c'est vous qui allez recevoir les PV à votre bureau. Ah non, je n'en ai jamais reçu un seul depuis 1 an que je fais ça. La police ne sera jamais capable de prouver qui est le conducteur. Pour résumer, pas vu, pas pris. Ils sont stressés, alors on a l'impression d'emmener la charrette des condamnés. Là. Ça m'a tout de suite menti. Il avait raison, mais il va pas me le donner. Ils ont déjà eu au moins 2 chances, voire 3 ou 4. Pour eux, je suis désolé, mais c'est terminé. Il n'y a pas d'argent dans l'auto-école et je crains que vous ayez perdu cette somme. C'est une arnaque, une belle arnaque, et voilà. Vous sortez votre main comme ça, vous demandez est-ce que je peux reculer ici. Voilà mon permis de conduire sénégalais. J'ai pris une formule où tu as le permis E, permis B, permis C et permis 125. J'ai fait quoi pour l'avoir? Marche avant, je fais 2-3 poteaux, j'évite et après je fais marche arrière et c'est fini. C'est bon, j'ai mon permis? J'ai mon permis? Ok. À 21 ans, Laurie est une miraculée. Été 2010. Avec son fiancé Rémi, ils sont les victimes d'un terrible accident de moto. C'était ici à Limoges, juste à ce carrefour. Voilà, donc en moto, on est arrivé de tout en haut de cette rue. Voilà, donc on a fait comme la moto. On est arrivé sur ce feu vert. Et je me rappelle d'une voiture qui déboule. Et comme ça a été démontré, la voiture est passée au rouge. Donc je suppose qu'elle a accéléré pour passer plus vite. Et comme il y a ce petit muret juste sur la droite, elle n'a pas dû nous voir. Ce qui fait qu'elle n'a ni freiné, ni rien du tout. Et donc on a percuté au milieu de la route. Voilà. Ce jour-là, le chauffeur n'aurait jamais dû se trouver derrière un volant. L'homme roulait sans permis et sans assurance. L'année dernière, 100 000 personnes ont été contrôlées sans permis. Les photos des 2 véhicules en disent long sur la violence du choc. Il ne reste plus rien de la moto. Laurie et Rémi ont été projetés à 18 mètres. Laurie a eu les 2 bras cassés. À gauche, j'ai eu le bras où j'ai une plaque ici, avec une dermabrasion ici. Une cicatrice ici. Là, j'ai une autre plaque ici. Je me rappelle même pas avoir eu mal. Tellement ça a dû être violent, quoi. Vous en sortez bien? Ah oui. Par rapport à Rémi, c'est sûr que je m'en sors bien. Son fiancé est toujours vivant. Tétraplégique, à 24 ans. Rémi est hospitalisé à 500 km de chez lui, tout près de la frontière espagnole. À Cerbère, pour être plus près de lui, sa mère s'est installée dans ce camping. Depuis cet accident, c'est toute la vie de famille qui a été chamboulée. Marie a dû s'arrêter de travailler pour pouvoir lui rendre visite tous les jours. Quand j'arrive, là, je regarde sa fenêtre, qui est ouverte. C'est la 2e en partant d'ici, tout à fait en haut. Rémi ne pourra jamais venir la saluer depuis la fenêtre. Il est hospitalisé dans un centre spécialisé pour grands paralysés. Sur les 150 patients, un bon tiers d'entre eux sont des accidentés de la route.
Bonjour, monsieur. Depuis 5 mois, Marie vit au rythme des journées de son fils. Bonjour, Rémi. Attends, je t'enlève tout ça. T'as pas eu trop de soucis? Non? Tu as froid? C'est bon. Rémi ne peut plus se servir ni de ses jambes, ni de ses bras. Ouais. À 24 ans, il a plus que jamais besoin de sa mère. S'il accepte aujourd'hui d'apparaître et de témoigner, c'est pour que son histoire serve au moins d'exemple. Pour que personne n'ait à vivre ce qu'il endure. Pour entretenir son corps, Rémi doit suivre des séances de kiné quotidiennement. Avec le temps, il pourra peut-être retrouver l'usage de ses bras. Pour ses jambes, l'espoir est très mince. Je peux bouger la tête, ouais. Mais sinon, mes jambes, je les sens pas. Mes bras, c'est pareil. L'accident. Je me souviens de rien. Vous vous souvenez du dernier virage, du dernier feu? Ouais, je me souviens des feux, ouais. Et après, c'est un trou noir. La personne que vous êtes rentré dedans, elle n'avait pas de permis. C'est quelque chose qui vous révolte encore plus ou... Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, après, lui, même là, qu'il n'ait pas de permis ou qu'ils sont en prison, il marche, quoi. Et il a ses bras. Que moi, j'ai rien du tout. La vie est complètement différente. Aussi bien pour lui, en priorité, que pour nous. Il est en prison dans son corps. C'est ce que j'ai toujours dit depuis le début. Le chauffard aussi est en prison pour ce qu'il a fait à Rémi. Mais il a fait appel du jugement. Rémi et Marie, qui doivent s'occuper de son fils, ne pourront pas assister au procès. Palais de justice de Limoges, au petit matin. En première instance, le conducteur de la voiture a été reconnu coupable de blessures involontaires. Il a pris 2 ans ferme. Pour Laurie et le père de Rémi, ce procès en appel est une épreuve dont il se serait bien passé. On veut que ça se règle au plus vite parce que je ne vois pas pourquoi on vient déjà. Il n'avait pas de permis, je ne vois pas pourquoi ça dure aussi longtemps. Il n'avait pas à être sur la route. Donc aujourd'hui, ce serait bien qu'il n'ait pas moins, déjà, parce que c'était déjà limite prendre 2 ans ferme pour avoir bousillé la vie de quelqu'un, c'est un peu ledge. Ce qui énerve la famille, c'est que le chauffard continue de rejeter la responsabilité de l'accident sur Rémi. L'homme a 41 ans, il est père de 7 enfants. Son permis, il l'avait perdu en 2003. Dans la vie, il est vendeur de voitures. Il s'oppose à ce que nous filmions les débats. L'accusé n'aura pas un mot d'excuse pour Rémi. Depuis le début, il nie avoir brûlé le feu rouge. Pour son défaut de permis, il dit ne pas avoir été mis au courant. Il risque 5 ans de prison. Qu'est-ce que vous espérez? Ne répondez pas, venez. Laurie sort de ce procès en appel, encore plus révolté que la première fois. Et pourquoi aujourd'hui il est encore debout devant nous, fier entre guillemets quasiment de ce qu'il a fait, quoi. J'ai 7 enfants, je suis malheureux, donc remettez-moi dehors que je continue ma vie, mais Rémi, lui, il peut pas la continuer sa vie pour le moment. Il est dans un lit d'hôpital et il peut pas respirer, non, je suis pas d'accord. Le jugement sera rendu 3 semaines plus tard. Cette fois-ci, la mère de Rémi est présente. Laurie l'a remplacée au chevet de son fiancé. Sur la culpabilité, la Cour condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis.
ordonne son maintien en détention. Sur l'action civile, le jugement est confirmé. 1 an de prison ferme au lieu de 2 en première instance. C'est pas justement cette peine est un peu légère au final. Ah si, si, elle est très légère même. Elle est vraiment très légère. Mais de toute façon, légère ou pas légère, oui, on en revient toujours au même. Ça ne changera rien à la situation de Rémi. À partir du moment où on n'a plus de permis, on ne doit plus conduire. On doit avoir cette prise de conscience et se dire qu'on est un danger. On est un danger d'une part pour les autres, mais pour soi-même et pour ceux qu'on a dans son véhicule. Voilà. Il y aura un autre procès, au civil cette fois. Parce qu'il n'avait pas son permis, le chauffard risque de rembourser toute sa vie. Des conducteurs qui roulent sans permis et qui causent des accidents dramatiques, le problème devient alarmant. L'année dernière, ils ont été impliqués dans 200 accidents mortels. Il y aurait entre 300 000 et 2 millions de personnes qui rouleraient sans permis. Il y a ceux qui n'ont jamais passé l'examen, mais qui conduisent quand même. Et ceux, ils sont de plus en plus nombreux, qui le perdent à la suite de multiples infractions. Nous avons rencontré l'un de ces hors-la-loi de la route. Il sillonne Paris et sa région tous les jours. Nous l'appellerons Mehdi, il a 33 ans. Il est patron d'une petite entreprise de bâtiment. Toute la journée en voiture? Bah toute la journée, ouais. Des fois je prends le scooter quand j'ai des rendez-vous sur Paris pour les bouchons et tout ça, mais oui, je suis en voiture. Comment en est-il arrivé là? A-t-il conscience des risques qu'il encourt? Et comment fait-il pour échapper à la police? Mehdi n'a plus son permis depuis 3 ans. Et pourtant il n'a rien d'un chauffard. Aucun accident en 15 ans de conduite. En fait, il a perdu tous ses points à la suite d'une série de petites et de moyennes infractions. J'ai une entreprise, donc je dois y aller, voir ce qui se passe sur mes chantiers, voir mes rendez-vous de chantier, voir un peu mes clients. Donc je ne peux pas faire sans métro, donc je ne peux pas y aller en taxi, je ne peux pas faire ça. Voilà, donc j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser. Donc, sans ça, je peux pas continuer à bosser. Vous prenez le risque même si vous n'avez pas le permis? Bah oui, mais vous voulez que je fasse quoi? Quand Mehdi prend le volant, il peut se faire arrêter à tout moment. Il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Alors quand son téléphone sonne... Et là, par exemple, vous répondez pas au téléphone? Ah, pas du tout. Voilà. Enfin, je réponds pas parce que c'est pas bon, j'ai pas mon kit main libre, voilà, et que voilà, je risque d'avoir un policier qui va débarquer ou un motard. Donc même pas. Donc, C'est ça la situation de stress pour vous? J'avais remarqué qu'ils étaient en train de regarder les voitures, si les gens étaient pas au téléphone et tout ça. Et voilà, c'est stress total. Heureusement, je suis pas au téléphone quand je conduis. Je vis dans l'angoisse, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Mais il y a une chose que Mehdi redoute encore plus que les contrôles de police. Alors si j'ai un accident, les conséquences, à mon avis, je risque gros, quoi. J'ai même pas envie d'y penser. Je risque gros de la prison, de payer toute ma vie pour la personne en question. J'ai même pas envie d'y penser, quoi. Je pense même pas, parce que si je pense, je vais rester à la maison, quoi. Je vais jamais sortir de la maison, je vais jamais aller travailler, je vais jamais faire quoi que ce soit. Mehdi a décidé de sortir de l'illégalité. Pour cela, il va devoir repasser son permis de conduire. Comme lui, 100 000 personnes perdent leur permis chaque année. Il faut dire que les points ne sont jamais partis aussi vite. Ce matin, opération sécurité routière pour les hommes du commissariat de Créteil en banlieue parisienne. Pour faire baisser le nombre de morts et d'accidents sur les routes, les contrôles se sont durcis. Et vous allez voir qu'ils sont devenus intraitables. Les automobilistes le savent, ils sont prêts à tout pour sauver leurs points et leurs permis. Dès qu'on nous voit sur le bord de la route, on sait très bien qu'il y a de toute façon des appels de phare. Ça fait ralentir tout le monde. Et ils ont peur de perdre leurs points, surtout. Et ce qui est légitime, ils veulent conserver leur permis et ils savent très bien que la vitesse, c'est une infraction qui enlève des points. Alors on va rentrer là, Arnaud, ralentir. On va rentrer là. Une longue avenue en ligne droite.
limité à 50. Le lieu idéal pour les policiers. Un piège pour les contrevenants. Avec ces jumelles spéciales, aucune infraction ne peut leur échapper. On peut voir d'autres infractions que la vitesse. Par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité, un enfant qui ne serait pas attaché à l'arrière, quelqu'un en train de téléphoner. On peut le voir d'assez loin, parce que c'est une paire de jumelles à la base, avec un cinémomètre intégré. Donc c'est un peu un tout en un. À peine installé, première interpellation. 77 la moto, voilà, bon. Moi je le passe comme à voir. 76, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Lui aussi. Hein. Ils arrivaient beaucoup trop vite. La voiture blanche a failli renverser le motard. Et 76, et lui les distances de sécurité il connaît pas. Allez, avancez monsieur. Vous à droite. Donc là on a eu un cas flagrant, les distances de sécurité. Le conducteur de la Renault Clio, qui semble être apprenti, n'a pas du tout eu le temps de freiner. Il arrivait certainement trop vite aussi. Et il s'est retrouvé à quelques centimètres de la moto. On est passé pas loin d'une catastrophe. Hein. Ce jeune conducteur a un permis probatoire avec 6 points. Son imprudence, il va la payer très cher. Bonjour monsieur. 76 km/h, ça fait un petit peu beaucoup, quoi. Donc là, en l'occurrence, vous aviez 6 points en permis probatoire. Vous perdez des points pour les distances de sécurité et également pour la vitesse. Hein? Bah, vous perdez des points, les distances de sécurité, c'est des points en moins. La vitesse aussi. Vous pouvez faire partir votre permis d'un seul coup. Donc vous n'avez plus qu'à recommencer l'examen du permis de conduire. En l'espace d'une demi-seconde. Il fait profil bas. Mais les policiers ont décidé de ne rien laisser passer aujourd'hui. Il ne lui reste presque plus aucun point sur le permis. 2 points pour la vitesse et 3 points pour le non-respect de la distance de sécurité. Ça fera 5 points. Ça signifie qu'il va lui rester 1 point sur son permis. Donc il va être obligé de faire attention pendant 3 ans pour ne pas perdre le dernier point. Excédé, le jeune homme reprend sa route, en sens interdit. Cette fois-ci, les policiers fermeront les yeux. Mais les interpellations s'enchaînent. Et les points s'envolent. Vous avez été enregistré à 82 km/h au lieu de 50, monsieur. Vous avez pas fait donc la carte grise, l'attestation d'assurance, le permis de conduire. Entre 20 et 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, c'est 2 points en moins. La ceinture 3 points, un stop, 4 points d'un coup. Bonjour monsieur, professionnel. Cette fois, c'est au tour d'une conductrice, vue avec un téléphone au volant. Dans ce cas-là, c'est toujours pareil. On n'est pas à un petit mensonge près. Vous savez pourquoi je vous contrôle? Pas du tout. Vous savez pas du tout? Non? Pourquoi? Pas une idée. J'ai fait un excès de vitesse? Non, pas un excès de vitesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez commis une infraction? Non? Non. Qu'est-ce que j'ai commis? Téléphone portable. Où ça? Téléphone portable. Non, j'étais pas au téléphone. Si, vous étiez au téléphone portable. Mais ça va pas. Je vous ai vu au téléphone portable. Mais pas du tout, monsieur. Ah si, on n'invente pas les infractions. Mais oui, j'avais mon téléphone sur moi, je sais. Oui, oui, vous l'aviez en main. Donc, vous étiez en pleine conversation derrière la camionnette. Donc, voilà, patientez, je vous verbalise et ensuite je vous explique les modalités. Devant notre caméra, l'agent ne se laisse pas si facilement charmer. Vous allez recevoir dans quelques mois le retrait de points. Un courrier qui va confirmer le retrait de points. Parce qu'en plus, vous me retirez des points pour un téléphone que j'avais pas à l'oreille. Si, vous l'aviez en main. Non, mais là, je peux vraiment contester ou pas? Alors. Parce que jusque-là, je l'ai pris avec le sourire, mais m'enlever des points, j'avais... Elle ne le sait pas, mais sa contestation a très peu de chances d'aboutir. Et je dis quoi? Que vous mon téléphone portable est sorti de votre imagination? Non, si je vous ai vu au téléphone portable, c'est que... Contre un agent assermenté, la parole de cette conductrice ne pèse pas bien lourd. Il n'empêche, de plus en plus de Français sont prêts à tout pour sauver leur permis. Sur Internet, les sites anti-PV pullulent. Alors que les avocats spécialisés font payer très cher leurs services, eux proposent de contester les amendes pour 3 fois rien. Mais qui se cache derrière ces sites électroniques? Et surtout, est-ce vraiment efficace? Ce jour-là, dans les rues de la capitale, 2 personnages pour le moins loufoques interpellent les automobilistes. C'est l'un de ces sites internet qui essaye de faire parler de lui. De faire le buzz, comme on dit. Steve, 24 ans, en est le patron. Il vient de sortir d'une école de commerce. Il a tout de suite flairé le bon filon.
Pour se faire connaître, il distribue des faux PV, en fait, des tracts publicitaires. Attention madame, hein. Double fil, c'est un PV. Hein. Je suis désolé madame. Mais non, je plaisante madame. C'est un PV pour vous aider en plus. Si jamais comme ça vous avez un PV, vous pouvez le contester directement sur le site. D'accord? Faites attention madame. Bonne fin de journée. Au revoir. On a avec nous deux de nos personnages qui sont super permis. Donc super permis qui est la personne qui protège justement les permis de conduire, qui est toujours là pour nous aider. Et il y a également son ennemi juré, Méga PV, qui lui vraiment est la personne qui verbalise aujourd'hui à Paris le plus d'automobilistes. Et les automobilistes sont vraiment très friands de ce genre d'informations, parce qu'aujourd'hui il y a peu d'informations à ce sujet. Et donc là on leur apporte quand même pas mal de trucs et d'astuces pour justement protéger leur permis de conduire. Steve a installé le siège social de sa petite entreprise dans le sous-sol du pavillon familial. Il n'a aucune formation juridique, mais il est conseillé par un avocat spécialisé dans le droit de la route. C'est Corinne, sa mère, une ancienne commerciale, qui a eu l'idée de monter cette société. J'ai un de mes amis qui a perdu son permis de conduire, qui s'est retrouvé dans une situation très difficile puisqu'il a été en garde à vue. Ensuite, il a cherché des solutions pour récupérer son permis de conduire. Ça m'a donné l'idée en fait de trouver quelque chose de différent et qui leur permette de comprendre les possibilités qu'on a au niveau du permis de conduire. C'est comme ça que tout a commencé. Il possède 2 sites. On peut y acheter des avertisseurs de radar, réserver des stages de récupération de points et même prendre un abonnement mensuel pour assurer son permis en se payant les services d'un avocat. Mais le top de leur vente, ce sont les lettres types de contestation, pré-rédigées par un homme de loi vendues 3,50 €. Au téléphone, encore une automobiliste flashée par un radar automatique. Bonjour. C'est vous qui conduisiez à ce moment-là ou pas? Oui, c'était moi, je pense. Ce flash, est-ce que vous vous souvenez si ça avait été pris par l'arrière ou pas par hasard? Est-ce que vous arrivez à visualiser? Pas du tout? Pas du tout. Steve lui propose de passer par son site pour récupérer le cliché photographique auprès des services de police. Ce service, il le facture 3,50 €. Si la conductrice n'est pas identifiable, il va alors lui suggérer une astuce, peut-être pas très morale, mais légale. Donc à partir de ce moment-là, il suffira de prendre une autre lettre de contestation qui est sur le site, dans laquelle vous allez dire « je ne sais pas qui conduisait à ce moment-là ». Néanmoins, comme vous êtes titulaire de la carte grise, vous acceptez simplement de payer, entre guillemets, le PV, mais vous ne perdrez aucun point. D'après Steve, ça marcherait dans 80% des cas. Et même quand les radars prennent de face, il y aurait selon lui une chance de passer au travers. Même par l'avant, très souvent, il n'est pas possible de reconnaître le conducteur. Donc là, on voit que c'est pris par l'avant du véhicule. Néanmoins, on voit bien, c'est impossible de distinguer à ce moment-là qui était au volant. Et dans ce cas-là, vous ne perdrez aucun point sur votre permis de conduire. Steve et sa mère nous affirment réaliser 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais ces recours marchent-ils vraiment à tous les coups? Nous décidons de montrer à Steve et à sa mère la scène du portable au volant filmé lors du contrôle de police. Celle de la conductrice qui voulait contester. Un courrier qui va confirmer le retrait de points. Parce qu'en plus, vous me retirez des points pour... Sur leur site, ils ont bien une lettre type de contestation pour saisir la justice. Mais là, c'est sans aucune garantie de résultat. Si vous voulez contester, donc il va falloir écrire... Bon, alors, là, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On a un policier assermenté et on a une conductrice. Pourquoi ne pourrait-il pas contester? Il conteste si c'est... Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on réussit? Mais il y a des moments où ça marche. Il y a des chances d'aboutir, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont être convoqués au tribunal pour être entendus. Après, il faut qu'ils s'expliquent. Nous, on n'a pas les données, la science infuse. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. On n'était pas là ni rien du tout. On leur donne la possibilité de contester. On leur explique surtout comment contester, parce que si on conteste mal, on n'est pas entendu. Après, ils contestent, ils ont raison ou pas raison. C'est pas notre problème. On n'est ni avocat ni juge. C'est à eux de pouvoir avoir une contestation qui va au bout. D'après les chiffres que nous nous sommes procurés, seulement une contestation sur 3 aboutirait. Pour les autres, ces sites anti-PV auraient tout de même un avantage, gagner du temps. Plus il y a de gens qui se plaignent au tribunal, plus les sanctions tardent à tomber. Et c'est un fin connaisseur de la contestation qui le dit. Cet ancien commissaire a fréquenté pendant des années les tribunaux de police. Il y représentait l'État. L'astuce de ces sites internet qui vont vous dire on réussit à tous les coups, non, c'est surtout que l'on peut retarder
le moment de la décision qui va devenir définitive pour le retrait de points. Or, dans ce temps qui est gagné, parfois ça peut être 1 an et demi, il ne faut pas l'oublier, ça permet de capitaliser des points qu'on devait récupérer et surtout d'éviter de perdre les autres tout de suite. Donc pour ceux qui sont limite sur l'invalidation du permis, ça leur permet de sauver leur permis. C'est là où je dirais d'une manière un peu publicitaire, SOS permis, sauvegarde du permis, oui, parce qu'on a l'artifice pour gagner du temps, voilà. La bête noire des automobilistes, ce sont les radars automatiques. L'année dernière, ils ont été les responsables de la moitié des 9 millions de points retirés sur nos permis. Alors des petits malins ont trouvé une technique pour leur échapper à tous les coups, presque. Sans amende à payer, sans perdre de points. Mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Conduire des voitures avec des plaques étrangères. On en voit de plus en plus dans les grandes villes. Depuis quelques mois, ce phénomène est dans le collimateur des hommes de la compagnie motocycliste de Paris. Cet après-midi, opération spéciale dans les rues de la capitale. La patrouille n'a pas commencé depuis 5 minutes que déjà ils repèrent une Porsche blanche avec des plaques allemandes. C'est le tout dernier modèle de la marque. Elle vaut plus de 100 000 €. Avoir votre permis, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Le conducteur n'est pas allemand, mais bien français. Il n'a même pas 25 ans. Alors, vous concernant, donc, vous êtes français, titulaire d'un permis français, s'il te plaît. Ça, c'est un véhicule de location. Vous avez le contrat de location? La Porsche n'est pas à lui, c'est une voiture de location. Quand on lui demande pourquoi, quelles sont ses réelles motivations, il ne s'en cache même pas. Pour nous, on n'a que les avantages. Voilà. Et l'avantage, c'est surtout de pouvoir éviter les flashs, tout ça? Tout à fait, voilà. Les radars fixes, surtout. Ça permet de sauver le permis? Exactement, et de garder l'anonymat. Quand on se fait flasher avec des plaques étrangères, l'administration française est incapable pour le moment de remonter jusqu'au propriétaire du véhicule. Du coup, les PV finissent tous à la poubelle. Les amendes restent impayées et les points jamais retirés. Puis il est difficile d'identifier qui est le propriétaire du véhicule et a fortiori en matière de location, qui est le locataire. Et quand il y a une cascade de locataires et de sous-traitants, bon, je pense que l'intérêt, il est évident, quoi. Voilà. Pour résumer, pas vu, pas pris. La voiture a peut-être déjà été flashée plusieurs fois pour excès de vitesse. Avec permis de conduire. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Moi aussi. Ouais. Bon courage. Mais comme les motards n'ont aucun moyen de faire les vérifications sur place et que le jeune homme n'a pas commis d'infraction, il peut repartir tranquillement au volant de sa Porsche. Cet après-midi-là, le major Baouz et ses hommes ne vont pas chômer. Sur les Champs-Élysées, ils vont interpeller une bonne dizaine de voitures. 2 fois sur 3, c'est un Français au volant. Que des gros cylindrés, toutes immatriculées en Pologne, en Allemagne, ou même comme cette énorme 4x4 en Floride. Elle va donner beaucoup de fil à retordre au major Baouz. Il a une carte grise américaine, il a un permis de conduire suisse, et quand on fait des vérifications et qu'on lui demande un petit peu plus de documents, il sort une carte d'identité française, il a un permis de conduire français, il a une attestation d'assurance française. C'est vrai que il y a plus simple, quoi. On pourrait avoir un peu mal à la tête à l'issue d'un contrôle comme ça. Lui, clairement, s'il se fait flasher, il y a peu de chances qu'on remonte jusqu'à lui. Lui, avec une plaque américaine, c'est clair qu'on ne l'aura pas tout de suite. Un conducteur français qui habite en Suisse et qui roule avec des plaques américaines, c'est plus que suspect pour le major Baouz. Je vous conseille de faire un petit effort sur les papiers parce que là, c'est un petit peu récent. On risque de vous prendre la voiture aussi, monsieur. Oui, parce que vous n'aurez pas fait les papiers. D'accord? Je vous remercie pour le conseil, il est très aimable. Il y est allé à l'esbrouf. En réalité, la police ne peut pas grand-chose contre lui. Un peu plus tard, le major Baouz va tomber sur le cas qui l'agace le plus. L'homme à la puissante Mercedes est un homme d'affaires français. Il roule avec des plaques luxembourgeoises. Ce serait là encore une voiture de location, mais le major Baouz n'est pas dupe.
fait, ils disent tous que c'est un véhicule de location à la semaine. Et en fait, c'est ce genre de location qu'ils utilisent toute l'année. En fait, c'est leur véhicule, mais pour des raisons d'anonymat, ils disent que c'est un véhicule de location. Donc, ce sont eux les utilisateurs permanents de ce véhicule, mais ils ne veulent pas le dire. En plus, ce véhicule, j'ai déjà contrôlé il y a quelques mois. J'avais fait une recherche et effectivement, il y avait déjà pas mal de contraventions. Je sais plus, 15-20 PV, d'excès de vitesse. Et ce jour-là, il m'avait dit donc qu'il ne connaissait pas le propriétaire. Cette fois, l'automobiliste ne s'en tirera pas à si bon compte. Les motards l'ont aperçu en train de changer de fil sans mettre son clignotant. Et comme il a un permis français, il ne pourra pas couper court au PV. Combien de points, ça? C'est 3. On peut pas faire un petit effort? Ah bah nous, on brade pas les points. 3 points en moins, une petite revanche. Mais la location coûte cher. Alors peut-on être propriétaire de sa voiture et rouler avec des plaques étrangères? C'est un homme d'affaires installé dans les beaux quartiers parisiens qui a trouvé une parade pour contourner la loi. La spécialité de Thierry d'habitude, c'est de délocaliser les entreprises à l'étranger. Il y a un an, il a eu l'idée de faire la même chose avec des voitures. Une pratique qui serait assez répandue, mais qui d'habitude reste très discrète. Thierry l'a déjà fait pour une 50aine de clients. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Alexandre. Il ne lui reste plus que 6 points sur son permis. Je fais environ 40 000 km par an, donc on est plus amené à avoir à faire des infractions ou à avoir ce genre de choses. Et aujourd'hui, si j'ai plus de permis, je perds mon emploi, donc non, il me faut absolument un permis. Thierry fait immatriculer les voitures en Lettonie. Un système parfaitement légal. Alors, ça pose strictement aucun problème de rouler avec une plaque lettonne. Il faut comprendre que la Lettonie fait partie de l'Union européenne pour rouler n'importe où en Europe avec le véhicule. Il n'y a pas de notion d'importation. C'est pas comme si on amène un véhicule d'un pays hors de la communauté européenne. Là, on est en Europe. Le véhicule, d'ailleurs, la plaque est quasiment semblable à toutes les plaques européennes, c'est-à-dire blanche avec des chiffres et puis le drapeau européen sur la gauche. Ok, parfait. On offre un petit peu de tranquillité, un tout petit peu quand même, parce que les clients, souvent, en fait, sans faire exprès, à 2-3 km/h au-dessus de la limite, vont perdre leur permis. Ça peut se passer très vite, ça peut se passer en 10 jours, en 15 jours. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une plaque comme ça, étranger, ça évite tout simplement de faire sauter un permis qui est quand même quelque chose de précieux. Thierry prend très cher pour immatriculer un véhicule en Lettonie. C'est 5 000 €. La voiture qui va troquer ses plaques minéralogiques françaises, c'est ce Range Rover noir. Ok. Bon, écoutez, on va remonter en haut, remplir, oui, il y a toute la fiche signalétique, il y a l'attestation de dépôt. Dans quelques jours, cette voiture deviendra officiellement lettonne. Le 4x4 va voyager sur un camion jusqu'à Riga, la capitale de la Lettonie. Ce pays de 2,5 millions d'habitants a rejoint la communauté européenne en 2004. L'ancienne République communiste est devenue depuis le paradis du capitalisme. C'est dans ce petit royaume de la combine et de la débrouille que nous avons rendez-vous avec Sergueï, l'associé de Thierry. L'administration lettonne n'a aucun secret pour ce jeune homme de 27 ans. Ses bureaux ne payent pas de mine et pourtant il travaille pour le compte de riches clients. Pour changer les plaques sur une voiture, Sergueï va d'abord commencer par faire d'Alexandre le PDG d'une société lettonne. Pour cela, Sergueï n'a qu'à choisir dans ses classeurs bleus. Il a une centaine de sociétés en sommeil. Quand un client fait appel à nos services, nous n'avons plus qu'à enregistrer une de ces sociétés à son nom. C'est l'une d'entre elles qui va officiellement devenir propriétaire du 4x4. Bon, je prends la première qui vient. N'importe laquelle? À moins qu'il y ait un nom que vous ne préfériez. Je vais prendre celle-là, Yumi Centrum. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, c'est juste un nom. Maintenant, il faut aller au registre du commerce. Et notre client va devenir le propriétaire légal de cette société. On y va? Sergueï fait cela une dizaine de fois par mois. Alors pour ne pas perdre de temps, il a bien choisi l'emplacement de ses bureaux. Où est-ce que vous allez maintenant? Au registre du commerce.
C'est vraiment très très loin d'ici. C'est de l'autre côté de la rue. C'est ici que la société choisie par Sergueï, Yumi Centrum, va officiellement changer de propriétaire. En Lettonie, la démarche est une simple formalité administrative. Et ça va vous prendre du temps? Ça dépend de la longueur de la file d'attente. J'espère bien que non. D'habitude, en moins d'une demi-heure, c'est réglé. Nous n'aurons pas l'autorisation de filmer les démarches administratives. Mais un dossier déposé et 3 tampons apposés plus tard, Sergueï est déjà de retour. C'est fait? Oui, en 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Voilà, mon client est maintenant le patron de Yumi Centrum. Mais je ne vois aucun nom sur ce document. C'est exact. En Lettonie, les données sur les sociétés anonymes ne sont pas publiques. Quoi qu'il arrive, on ne saura jamais à qui cette société appartient. Il ne reste plus qu'à immatriculer la voiture aux couleurs du pays. Et là encore, l'administration lettonne va se montrer très coopérative. Le lendemain matin, après 3 jours de voyage, le gros 4x4 arrive à Riga. Pour l'instant, il a toujours ses plaques françaises. J'espère pouvoir changer les plaques rapidement. Normalement, la voiture quittera Riga dès ce soir. Si la voiture a besoin d'être là physiquement, c'est juste pour relever le numéro du moteur et du châssis, afin de s'assurer qu'elle n'a pas été volée. Direction ensuite le bureau des cartes grises. Dans les mains de Sergueï, les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Je dois montrer les papiers de la société de mon client. Il y a aussi les documents techniques et la facture de la voiture. Et c'est tout. En Lettonie, avant toute chose, il faut d'abord passer à la caisse. Le changement coûte à peu près 1 000 €. Ensuite, Sergueï est immédiatement reçu au bureau des cartes grises pour obtenir le précieux numéro d'immatriculation letton. La fonctionnaire lettonne ne tique pas. Visiblement, elle a l'habitude. Ça vous arrive souvent de réimmatriculer les voitures françaises? Oui, moi j'en fais 2 par jour. Ça a pris 5 minutes. Le temps d'imprimer les papiers et de faire les plaques de la voiture. Qu'est-ce que c'est, Sergueï? J'ai récupéré les plaques d'immatriculation et la carte grise de la voiture. Mais elle est à quel nom, la voiture? Société anonyme Yumi Centrum. Comme la société est anonyme, le nom du propriétaire français n'apparaîtra donc nulle part. Il n'y a plus qu'à poser les plaques lettonnes. Désormais, les radars automatiques et les nouveaux radars au feu rouge ne pourront jamais remonter jusqu'au vrai propriétaire. Et voilà le travail. Cette voiture est lettonne. Et le propriétaire est Yumi Centrum. Mais maintenant, c'est vous qui allez recevoir les PV à votre bureau. Ah non, je n'en ai jamais reçu un seul depuis 1 an que je fais ça. Et quand bien même ils arriveraient dans ma boîte aux lettres, la police ne sera jamais capable de prouver qui est le conducteur. Parce que cette voiture appartient à une entreprise. Du coup, beaucoup de monde est susceptible de la conduire. La voiture repart le jour même vers Paris. Toutes ces démarches n'auront pas pris plus de 48 heures. Ce Range Rover aux plaques lettonnes, vous pouvez maintenant le croiser dans les rues de Paris. Alexandre, son propriétaire, ne peut pas rouler en toute impunité. Il n'est pas à l'abri des contrôles routiers, d'être pris en train de téléphoner ou contrôler ivre au volant. En revanche, pour 5 000 €, il n'a plus rien à craindre des radars automatiques. Est-ce qu'on se sent plus tranquille là, avec les plaques étrangères? Ah oui, non, c'est évident que là, on conduit détendu. On n'a pas peur de se faire flasher, on peut penser à autre chose, à son travail, et on n'est pas sans arrêt l'œil sur le compteur. Le but, c'est pas de rouler à 200 sur le périphérique, bien au contraire. Faut pas se croire au-dessus des lois et faire le pirate parce qu'on a une voiture immatriculée en Lettonie. S'il causait un accident, cela n'empêcherait pas Alexandre de devoir rendre des comptes à la justice. Réussir à conserver ses points, c'est devenu sportif. Mais il y a plus difficile encore. Obtenir le permis quand on l'a perdu ou quand on ne l'a jamais eu.
Et même quand on conduit depuis 15 ans comme Mehdi, c'est loin d'être facile. Mehdi, c'est l'artisan que nous avions suivi dans les rues de Paris. Il roule sans permis depuis 3 ans. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un psychologue. C'est obligatoire pour ceux qui ont perdu leur permis. Vous venez pour les tests, pour repasser le permis. Le psychologue, qui a souhaité rester anonyme, a loué une salle dans cet hôtel pour recevoir ses clients du jour. Il n'est pas fonctionnaire, mais salarié d'une entreprise car l'État a délégué ses tests à des sociétés privées. Alors le premier test, c'est un test de coordination motrice bimanuelle, c'est-à-dire que vous allez travailler simultanément avec les deux mains. Et vous avez 2 manettes qui sont unidirectionnelles pour piloter la bille que vous voyez à l'écran. Donc main gauche et main droite. Bon, voilà, c'est à vous. L'exercice consiste à déplacer la petite bille rouge sans sortir du parcours. Il faut bien se concentrer, puis la bouche, il ne faut pas qu'elle sorte de son parcours. Maintenant, ce sont ces réflexes qui vont être analysés. Il faut appuyer sur les bons boutons quand l'ordinateur le demande. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les résultats. Alors, en coordination, vous êtes au-dessus de l'axe. Donc, ça veut dire que c'est pas si mal que ça. Ça passe. Ces tests servent à révéler de graves déficiences, incompatibles avec la conduite. Vous avez obtenu 274 bonnes réponses. On va dire, en conclusion, que vous avez de bons résultats. Là. Avant, il fallait être un conducteur dangereux pour passer devant un psychologue. Depuis l'instauration du permis à points et la tolérance zéro, c'est plus souvent monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent derrière le pupitre. Même le psychologue trouve ça un peu exagéré. Avant le permis à points, les gens qui perdaient le permis, c'est parce qu'ils avaient quand même des problèmes sérieux, de type accident corporel, récidive d'alcoolémie. Voilà. Et donc c'était pleinement justifié. C'est quand même des gens qui méritaient d'avoir un diagnostic, quoi. Bon. Mais effectivement, le problème est venu avec la loi du permis à points. On a basculé les gens du permis à points dans le même système. Et là, peut-être qu'il aurait fallu réfléchir avant de les basculer là-dedans. Vous trouvez que peut-être que le système est excessif, de le faire passer systématiquement à toute personne qui a perdu son permis? Oui, je pense un peu, oui, oui effectivement. Oui. Étape terminée. Allez. Un système jugé peut-être excessif, mais qui fait bien les affaires de ces sociétés. Alors, on va devoir vous demander le règlement, parce que c'est moi qui m'en occupe aussi. Alors, ça fait combien, s'il vous plaît? Alors, ça vous fait 105. Voilà, 105 €. D'accord. Vous faites combien de clients comme ça par mois? Combien de patients? Par mois? Bon, on va dire 60-70 actuellement. C'est une activité rentable? On va dire oui, c'est une activité qui est rentable. Ouais. Bon, bah, à bientôt. Allez, on va... Non, pas bientôt. Enfin, oui. Avant de s'inscrire à l'auto-école, Mehdi doit d'abord passer une visite médicale à la préfecture. La liste d'attente est telle qu'il attendra 1 mois et demi avant de décrocher un rendez-vous. 1 mois et demi de plus à conduire dans l'illégalité. 2 mois plus tard, nous retrouvons Mehdi toujours au volant de sa camionnette. Entre-temps, il a passé la visite médicale et il a même eu son code. Aujourd'hui, il ne se rend pas sur un chantier, mais il retourne à l'auto-école. Pour l'histoire du code de la conduite, j'en ai pour 1 500 € à débourser pour ça. En plus, c'est pas ça, c'est que là, vous voyez, là, on est en pleine journée, il est 10 heures, normalement, c'est une journée de travail, donc j'ai mes rendez-vous, je les ai décalés ou annulés certains parce que je ne peux pas y aller. Mehdi conduit depuis 15 ans, mais ce matin, il va devoir suivre des leçons de conduite pour être prêt le jour de l'examen. Bonjour. Il doit prendre 6 heures. Et toi? Ça va bien, ouais. Patrick, bonjour. Ça va? Bien. Ça va, écoute. Hein. On y est là, ça y est, c'est bon? Ça y est, c'est parti, hein. Putain, j'ai... L'angoisse. Non, c'est pas ça, c'est que, enfin... Vous en avez beaucoup des clients comme là, des gens qui perdent leur permis? On en a de plus en plus maintenant. C'est un petit peu logique, ils sont de plus en plus sévères, les points partent de plus en plus vite, et donc ils viennent de plus en plus se réinscrire pour repasser leur permis de conduire. C'est des clients supplémentaires qu'on n'avait pas avant quand le permis à points n'existait pas. Réapprendre à conduire, c'est justement le boulot de Jenny, la monitrice. Mehdi pensait être un bon conducteur. Avec Jenny,
il va vite déchanter. Donc déjà, première chose que je vois régulièrement sur les annulations, c'est au niveau de la boîte de vitesse. On utilise les vitesses, d'accord? On rétrograde pour s'arrêter, on utilise le frein moteur. Et surtout, on ne se met pas au point mort avant l'arrêt complet de la voiture. D'accord? Et pour le reste, on va voir ça sur le tas, je t'expliquerai aussi pour les manœuvres, etc. Je ressens que là, vraiment, là, je sais plus conduire, là. Quand on conduit depuis longtemps, on prend toujours de mauvaises habitudes. On rétrograde, on est près du feu, c'est rouge. Et le jour de l'examen, ça peut être fatal. Et on passe pas le point mort avant de s'arrêter. Non, je t'ai pas dit de tourner. Regarde, il y a un passage piéton. Frein deuxième. Ah oui, c'est vrai. Priorité à droite. Pied sur le frein. Là, il n'y a personne, tu peux repartir. Chaque petit écart que tu dois faire doit être signalé. Donc la priorité à droite, c'est pas la première, c'est la deuxième. Je fais quoi? Tu gères la priorité à droite. Je pensais que j'allais m'ennuyer, mais franchement, pas du tout, quoi. Non, on s'ennuie pas avec moi. Franchement, mais pas du tout, même pas. Pour Mehdi, c'est loin d'être gagné. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, Jenny va lui donner un conseil, pour le moins étonnant. Est-ce que tu prends la voiture encore depuis que tu es en annulation? Bah depuis que... toujours. Tu conduis donc sans permis tous les jours? Depuis 3 ans. D'accord. J'encourage pas mes élèves à conduire sans leur permis, d'accord? Mais puisqu'ils le font, autant en profiter. Il faut ensuite, toi, quand tu prends ta voiture tout seul, que tu travailles en voiture. C'est-à-dire que quand tu vas remonter dans ta voiture tout à l'heure, ne reprends pas ta conduite, d'accord? Reprends ta conduite Jenny. Pour Mehdi, le temps presse. Dans 3 jours, c'est à côté d'un examinateur qu'il prendra place. Bon, enfin, j'ai l'impression que je sais plus conduire. Il faut que je reprenne tout à zéro. Je travaille maintenant, comment tourner à droite, comment tourner à gauche, les passages piétons, tout. Ah, le permis, c'est une vraie galère de devoir le repasser. Mais il y a encore plus stressant quand on le passe pour la première fois. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce que pour les candidats qui le ratent, ça peut finir par leur revenir très cher. Quelque part dans le département des Yvelines. Quand vous montez dans la voiture, vous réglez vos rétros, même s'ils sont déjà réglés. Ce gérant d'auto-école donne ses derniers conseils à ses candidats. 30 ans que Philippe Colombani fait ça. Ce matin, 3 de ses élèves passent le permis pour la première fois. Ils sont stressés, alors on a l'impression d'emmener la charrette des condamnés, là. Condamné juste à avoir le permis, normalement. Hein? Non, mais c'est faux, ça, ce petit papier rose. Ouais. Ça m'a tout de suite anéanti. Il avait raison, mais il va pas me le donner. Ça. Ils ont déjà eu au moins 2 chances, voire 3 ou 4. Pour eux, je suis désolé, mais c'est terminé. Il n'y a pas d'argent dans l'auto-école et je crains que vous ayez perdu cette somme. C'est une arnaque, une belle arnaque, et voilà. Vous sortez votre main, comme ça, vous demandez, est-ce que je peux reculer? Donc voilà mon permis de conduire sénégalais. J'ai pris une formule où tu as le permis E, permis B, permis C et permis 125. C'est bon, vous avez mon permis? Vous avez mon permis? Ok. Depuis la réforme de l'examen il y a 1 an, le permis ce n'est plus au bon vouloir de l'inspecteur. Le fonctionnaire doit justifier sa décision, notifier par écrit toutes les erreurs de conduite. Voilà, on va aller jusqu'à l'intersection, et à l'intersection, on ira à gauche. L'épreuve a également été rallongée. Elle dure 35 minutes, contre 20 auparavant. 1 personne sur 2 échoue à l'examen. Pour cette candidate, le résultat se lit sur son visage. J'ai raté. T'avais pas l'air dans ton assiette. Vous savez où il m'a déstabilisé? C'est quand il m'a dit faites attention, votre priorité à droite. Alors je l'avais vu. Oui, mais attends, t'as pas tourné la tête, rien du tout. Il y avait un gros camion qui était derrière. Et là, le coup, ouais. Ça m'a tout de suite anéanti. Il avait raison, mais il va pas me le donner, ça, je sais. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le permis de conduire, ceux qui l'ont du premier coup vont vous dire tout va bien et c'est le pays des bisounours. Ceux qui le ratent, ils rentrent dans un système où effectivement c'est le parcours du combattant. Parce que les délais sont là, parce que s'ils le ratent une deuxième fois, les délais s'allongent et ainsi de suite. Et là, oui, ça devient très, très problématique. En France, les auto-écoles ont le monopole. En théorie, on peut passer le permis en candidat libre. En pratique, c'est quasiment mission impossible. Vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est devenu l'embouteillage aux examens.
Philippe Colombani est l'un des rares à nous avoir ouvert les portes de son commerce. C'est un indépendant. Il y a 3 millions de candidats au permis chaque année, pour 1,5 million de places seulement. Alors un patron d'auto-école est obligé de jongler en permanence. Bon, à nous. On va lui faire la formation. Cette jeune fille accompagnée de ses parents qui vient s'inscrire aujourd'hui n'est pas particulièrement pressée. Pourtant, Philippe va tout de suite lui annoncer la couleur. Quand elle voudra passer le permis, elle n'a pas intérêt à se louper. Si elle le rate, eh ben, délai d'attente, on avisera. En ce moment, on est dans les civils, on est pas loin de 6 mois. 6 mois? Non, je suis sérieux. Si on le rate, c'est 6 mois? Ah non, souvent c'est une catastrophe dans les Yvelines. Franchement, ah oui, non, franchement. Ce problème des places à l'examen ne date pas d'hier. En 2009, le gouvernement a voulu y remédier. La réforme est annoncée par le Premier ministre en personne, dans un discours plein de promesses. D'où notre volonté de réformer le permis de conduire, à la fois pour qu'il soit moins long à décrocher, pour qu'il soit moins cher, les deux étant liés d'ailleurs, puisqu'un permis moins long, c'est un permis moins cher, et surtout que ce soit un permis plus sûr. Le problème, c'est que c'est devenu pire qu'avant, notamment à cause de la réforme d'attribution des places à l'examen. Les auto-écoles gagnent et perdent des places en fonction du taux de réussite de leurs élèves lors du premier passage. Aujourd'hui, Philippe va découvrir avec ses collaborateurs combien de places la préfecture lui accorde ce mois-ci. Bon, on a reçu les places? Oui. On fait le bilan? On fait un petit point? Donc, ça veut dire qu'on a 57 élèves à présenter et on a 14 places d'examen. Ça va être facile. Ça va être facile, c'est comme d'hab, hein, en sachant qu'il faut que sur ces 14 candidats en pratique, il faut qu'on en présente au minimum 8 en premier passage, si on ne veut pas perdre de place d'examen. Voilà, donc on va se torturer l'esprit parce que là, ça va être un peu compliqué. Pour avoir un bon taux de réussite, Philippe et son équipe vont donc sélectionner ceux qui ont le plus de chances d'avoir leur permis du premier coup. Les autres devront patienter. Et en attendant, payer des heures de conduite en plus. Bon, on a Rémi, on a Riyad aussi, qui est bien, il avance bien. Et il attend depuis longtemps, là. Nicolas, oui. Il attend depuis le 16 avril. Bah oui. Non, il faut le mettre là. Et si il reste 4 places à distribuer à ceux qui l'ont déjà loupé. Philippe va éjecter les B3, B4, B5, ceux qui ont déjà échoué 3 fois et plus à l'examen. On ne peut pas les reconvoquer. Ils ont déjà eu au moins 2 chances, voire 3 ou 4. Pour eux, je suis désolé, mais c'est terminé. C'est ça le problème, c'est ça qui est j'allais dire, un peu cruel. Je pense à une jeune fille qui est là, qui attend depuis le 18 janvier 2010. Depuis le 18 janvier 2010, on va pas l'appeler. Presque un an, quoi. Oui, mais on l'appellera pas, parce que j'ai rien à lui donner. Parce qu'elle a déjà passé 3 fois. Le vrai fond du problème, il est bien sûr la part du gâteau qu'il faut distribuer. Il y a combien d'inspecteurs en France qui peuvent faire combien d'examens, et on peut pas faire plus. C'est comme cela que des candidats peuvent mettre 2 ou 3 ans pour décrocher le papier rose. Pascal Pennec est rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Il a vu la situation se dégrader. Ce système d'attribution des places est un réel problème parce qu'auparavant, les choses étaient claires. Chaque inscription générait une place et demie. Une place et demie parce que 1 sur 2 allait rater son permis, donc au moins tout le monde s'y retrouvait. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule place. Donc ça veut dire que la personne qui rate son permis va devoir le passer sur la place d'un candidat suivant. Donc ça se répercute en chaîne. Et évidemment, bon, toutes les auto-écoles qui ont des taux de réussite relativement raisonnables, elles ont beaucoup de place. Mais celles qui ont des mauvais taux de réussite, eh ben, du coup, n'ont plus de place. Donc ça veut dire que les délais s'envolent. Et le seul moyen dans ces cas-là d'arriver à décrocher une place d'examen, c'est malheureusement de crier le plus fort. Donc ça, c'est des situations absolument ubuesques et vraiment, ça ne rime à rien. En France, on compte 1400 inspecteurs du permis de conduire. Selon Philippe, il en faudrait 500 de plus. Mais comme l'État ne veut pas embaucher plus de fonctionnaires, c'est l'impasse. C'est un système de pression. L'administration met la pression sur l'auto-école en disant il n'y a pas de place, optimisez les résultats, il faut augmenter les taux de réussite, formez mieux vos élèves, mettez-leur plus d'heures s'il le faut. Et puis nous, on est bien obligé de se retourner vers l'élève en disant regarde, 45 élèves, 7 places d'examen, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Prends des leçons pour essayer de t'en sortir parce que de toute façon, l'élève il est comme nous, il est dans une espèce de nasse et s'il veut en sortir, voilà, il peut pas, on peut se rebeller contre le système. Mais le système, on ne le changera pas comme ça.
Ben, c'est fini, hein. Bon, on a fait le tour. C'est bon. C'est bon. Les petites auto-écoles rencontrent beaucoup de problèmes financiers selon les syndicats de la profession. Certaines ont dû fermer. Dans tous les cas, ce sont les candidats qui trinquent. C'est ce qui s'est passé récemment à Cholet. Excepté que les clients de l'auto-école se demandent encore s'ils n'ont pas eu affaire à un véritable escroc. Éric Margottin n'est pas moniteur de conduite, mais liquidateur judiciaire. Il a été mandaté par la justice pour s'occuper du cas de cette auto-école fermée depuis plusieurs mois. Le gérant a mis la clé sous la porte du jour au lendemain, sans avertir ses candidats. Pourquoi le dirigeant, il est où? Il est parti, je ne l'ai pas rencontré. J'ai été nommé il y a une semaine et je ne sais pas où il est. A priori, il est recherché par les services de la police. Pour que les élèves puissent se réinscrire ailleurs, Maître Margottin doit leur rendre leur dossier. Ça doit être la conduite accompagnée, je pense. Oui. Et là, on a des fiches, des demandes de permis de conduire. Vous y retrouvez un petit peu, là, dans tous les dossiers? On va essayer. Il y en a combien en tout? 150. Donc 150 personnes aujourd'hui qui se retrouvent, entre guillemets, le bec dans l'eau. Oui, 150 élèves qui ont payé une formation qu'ils n'auront pas, a priori. Vous mettez des Ça arrive souvent, c'est déjà arrivé dans la région. J'ai eu un dossier identique il y a 2 ans avec environ 400 élèves. Le patron de l'auto-école connaissait-il des difficultés financières dues au manque de place à l'examen ou a-t-il tout bonnement arnaqué ses clients? Une enquête est en cours. L'homme, en tout cas, avait vidé les comptes bancaires de la société et organisé sa fuite à l'étranger avec toute sa famille. Il y a des élèves qui arrivent, on va peut-être commencer à restituer les dossiers. Le préjudice serait de 150 000 € et les élèves n'ont plus aucun recours possible. Bon, on est toujours en colère quand on se fait arnaquer, hein, parce que c'est une arnaque, une belle arnaque. Et voilà, donc on fait confiance à... En plus, l'auto-école. J'aurais jamais cru ça d'une auto-école, mais enfin bon. En France, on voit tout. Hein. Ils auraient dû se méfier. Le patron de l'auto-école proposait des forfaits trop bon marché pour être honnête. Et en plus, il obligeait ses élèves à payer d'avance. Combien vous avez payé? 1090 €. Vous avez payé d'un coup? Oui, Vous avez demandé de payer tout d'un coup, oui. Certains attendaient de passer le permis depuis 2 ans. Vous avez perdu beaucoup d'argent, hein? 1173. Maître Margottin, madame va être remboursée? Bah, malheureusement, je crains, madame, qu'il n'y a pas beaucoup de chances de règlement. Il n'y a pas d'argent dans l'auto-école et je crains que vous ayez perdu cette somme. C'est lui, c'est payé, là. Ben oui, mais il n'y a pas d'argent là dans la société, madame. Oui, d'accord, oui. Non seulement ils ont perdu leur argent, mais en plus maintenant il va falloir trouver une auto-école qui les accepte. C'est souvent une vraie galère, et Marie va bientôt s'en rendre compte. Son auto-école n'a pas fermé, Marie s'est fâchée avec elle. Après 44 heures de conduite, plus de 2000 € dépensés, elle a raté son permis au premier passage. Quand elle a voulu le repasser, l'auto-école lui a fait du chantage. Je suis repartie à mon auto-école justement pour voir comment ça allait se passer par rapport à ça. Et là, surprise, on m'a dit qu'il fallait que je reprenne 10 heures minimum avant de le repasser. Hors de question de payer 480 € de plus. Marie décide d'aller voir ailleurs. On appelle ça faire transférer son dossier. Nous allons nous faire passer pour son grand frère. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Première tentative. Première désillusion. Donc j'étais inscrite dans une auto-école. Oui. J'ai eu mon code et j'ai passé mon permis dernièrement. Vous ne prenez pas de transfert. Désolée. Même pas moyen de négocier. C'est sûr que nous en ce moment c'est pas possible, parce qu'on n'a pas assez de place, mais il faut faire attention parce que c'est très difficile de changer d'auto-école. Bah, merci. Les candidats recalés une première fois, les auto-écoles les surnomment entre elles les boulets. Bah, c'est un échec. Bah, il y a quand même des dossiers qui se font transférer, donc je vois pas pourquoi le mien pourrait pas être transféré, donc... Il va falloir payer, quoi. Voilà, je pense. Marie retente sa chance un peu plus loin. Ici, on accepte les transferts, mais il faut tout recommencer à zéro. J'ai récupéré mon dossier, donc je voudrais m'inscrire dans une autre auto-école. Il faut au minimum un forfait de 20 heures pour prendre un transfert. Ah bon? Et dans ces conditions qu'on le prend, les transferts de dossier. C'est très cher, parce qu'en fait... Moi, je suis partie 44 heures, exactement. Je sais, mais les transferts, la plupart des auto-écoles, ils ne prennent pas. Ok. Ça se paye cher, un transfert. Exactement, c'est pour ça.
C'est 830 plus 130. 130 €, ce sont les frais de transfert. Ils ne sont pas obligatoires. Les auto-écoles font partie des professions libérales. Elles pratiquent les tarifs qu'elles veulent. Ça fait 960 €. Un transfert, c'est plus cher que quelqu'un qui vient de s'inscrire. Le seul point qui est primordial quand on s'inscrit au permis de conduire, c'est de lire le contrat. Et toutes les clauses qui paraissent abusives, eh ben, soit on va ailleurs, soit on demande à les rayer. Si c'est pas possible, il faut absolument foutre le camp. Parce que une fois qu'on est engagé, c'est terminé. Arriver à s'en aller d'une auto-école pour une autre, si elle veut imposer des frais de dossier, si elle veut imposer la lune, à partir du moment où on a signé, ben, on n'a pas de recours. Et Marie n'est pas au bout de ses surprises. Si elle échoue à l'examen, l'auto-école la fera encore payer. Là, si elle le rate, elle va payer juste l'inscription pour le permis. L'épreuve pratique, 180 €. Vous reversez une partie à la préfecture ou pas? Pour l'inscription ou pas? Bien sûr. Ouais. Et c'est combien, vous savez pas? Aucune idée. La secrétaire cherche à nous embrouiller. L'auto-école n'a rien à payer à la préfecture. En France, la présentation à l'examen est gratuite. Mais attendez, vous en avez beaucoup, moi, des gens comme ça qui viennent des transferts et qui acceptent de payer aussi. Des transferts? Bah, il y en a, ouais. Qui acceptent de payer 960 € pour... Bah... Ils n'ont pas le choix. C'est pas l'auto-école qui le prennent. Au regard de la loi, ces frais ne sont pas considérés comme abusifs. Mais pour Marie, qui est étudiante, c'est pris, c'est abusé. Ouais, ça devient compliqué là, vraiment. Je me demande si je peux retrouver une auto-école qui veut bien me prendre. Marie finira par trouver une auto-école. Ça lui coûtera 800 €. Mais de plus en plus de candidats ont trouvé un moyen rapide et moins cher pour avoir leur permis à tout prix. Le passer à l'étranger, dans des pays où l'administration est moins regardante. Au Portugal, c'est 500 €. Au Maroc, il ne coûte que 150 €. Au Mali, à peine 100 €. Mais le pays où la filière française tourne à plein régime, c'est le Sénégal. Notre enquête nous conduit à Dakar, la capitale, qui compte autant de voitures que d'habitants. 1 million. Au cœur de la ville, l'auto-école la plus chic de Dakar. Notre première leçon, notre premier cours aujourd'hui, ce sont les panneaux. Dès que vous Aujourd'hui, parmi la dizaine d'élèves qui assistent au cours de M. Samb, maintenant que vous entrez dans une zone vantée. Un Français, Antoine, 18 ans. Il a déjà obtenu son permis moto ici. Avant de retourner en France, il veut passer son permis voiture. Pour le code, Antoine n'est pas trop dépaysé. Ici aussi, c'est notre bon vieux code Rousseau qui est en vigueur. Le code est universel, c'est le seul langage qui est universel. Le panneau qu'on trouve à Dakar, c'est le même panneau qu'on peut rencontrer en France comme aux États-Unis. À la petite différence qu'ici, l'examen pose beaucoup moins de problèmes aux candidats. La limite était 7 fautes. 25. Obligation de tourner à gauche avant le panneau. Ah oui, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en France, il y a beaucoup plus de questions. En France, c'est 40 questions et 5 fautes maxi. Je vous remercie pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bon courage. Au Sénégal, il y a une épreuve beaucoup moins compliquée qu'en France à obtenir, c'est la conduite. Cet après-midi, le patron de l'auto-école va préparer Antoine à l'examen pratique. Au Sénégal, il faut bien apprendre à circuler en ville, mais le jour du permis, il n'y a qu'une petite manœuvre à effectuer, le créneau. Vous vous installez. Et ici, c'est toute une histoire. Vous vous installez. Donc le créneau d'abord, c'est la marche arrière. Le clignotant à droite pour informer par exemple les usagers. Mais vous gênez la circulation. Vous sortez votre main comme ça, vous demandez par exemple à monsieur qui est derrière, est-ce que je peux reculer? S'il s'arrête, cela veut dire qu'il vous a compris. En ce moment, vous allez clignoter à droite pour faire le stationnement en créneau. Voilà, c'est bon? Voilà, tranquille. Tu m'écoutes bien, parce que si tu ne me suis pas, ça passe pas. Voilà, doucement. Il faut se garer entre ces deux piles de pneus, histoire de ne pas abîmer les voitures. Voilà, à partir de là, tu redresses à droite. Le but, réussir à se garer sans les toucher. Mais attention, les Sénégalais sont très pointilleux avec le créneau. Point mort d'abord, voilà. Bon, c'est à peu près ça. Il n'aura pas son permis. Là, c'est parce que l'aile gauche qui est là est en dehors du créneau.
Donc l'aile gauche est en dehors du créneau, donc il n'a pas réussi son créneau. Ah, c'est pas évident, il faut regarder partout, avoir des repères et pas aller trop vite. Le patron de l'auto-école nous le confirme, il voit de plus en plus de Français venir passer le permis au Sénégal. Car il est non seulement facile à avoir, mais en plus, question tarif, c'est donné. Nous avons par exemple différents prix. Le forfait le plus cher, il est à combien? À 330 €. Pour combien d'heures de conduite? Pour 30 heures de conduite. Mais le forfait qui fait fureur auprès des Français, c'est le moins cher. C'est à 150 € pour 5 heures par exemple. Donc on peut passer le permis avec 5 heures de cours? 5 heures pour quelqu'un qui sait déjà conduire. L'intérêt de tout ça, c'est qu'ensuite on peut changer son permis sénégalais contre un papier rose français. Dans la famille d'Antoine, installée au Sénégal pour 3 ans, ils ont tous passé leur permis sur place. Donc là, tu as un permis avec les visites médicales sur 6 ans. Le père d'Antoine, lui, c'est le permis moto qu'il a eu. Voilà mon permis de conduire sénégalais. Donc on se présente en préfecture avec notre carte consulaire rayée, comme quoi on a été résident au Sénégal dans le pays étranger pendant plus de 6 mois. Il récupère le permis, je crois que l'administration française a 6 mois pour le transformer en permis français. Et ça se fait tout à fait gratuitement, il doit y avoir, je pense, un témoin fiscal. Normalement, il faut être résident dans le pays pour pouvoir s'inscrire dans une auto-école sénégalaise. La réalité est tout autre. De nombreux Français profitent de leurs vacances au Sénégal pour passer le permis. En théorie, c'est impossible, mais dans la pratique ici, c'est monnaie courante. Pour le vérifier, nous nous faisons passer pour un touriste en caméra cachée. Je viens vous voir pour savoir combien coûtait le permis de conduire de voiture. Le permis B? Ouais. Ça marche. C'est 180 000 jusqu'à la station du permis. D'accord, 180 000. Et c'est combien de temps? Un mois. Un mois. D'accord, parce que j'ai un copain qui l'a passé. Nous lui faisons bien comprendre que nous sommes très pressés. C'est pas possible. Il va alors nous sortir la formule spéciale vacances. Quand tu veux le permis de Coco, c'est un cas spécial, le permis de Code comme tu le fais demain matin, et avec la conduite le même jour. Le permis sort le même jour ou bien le lendemain. D'accord, ça c'est possible. Il y a ça. Reste le problème de la carte de résident sénégalais. Le patron de l'auto-école promet d'en faire son affaire. Le lendemain matin, rendez-vous avec un employé de l'auto-école juste devant le palais présidentiel. Nous l'appellerons Sédou. Ça va et toi? Ça va bien? Ouais. Et la journée? Bien. Le permis spécial, c'est sa spécialité. T'en fais souvent pour les Français? Constamment. Combien de fois par an? Parce que chaque mois, j'ai 3 clients. Ah ouais. C'est un peu comme au marché, on peut choisir n'importe quel permis de conduire. Vous faites poids léger ou poids lourd? Poids léger. On peut faire poids lourd aussi? Oui, bien sûr. Et en plus, il garantit la réussite à l'examen. Donc, c'est mon cas spécial. Ouais. Je vais arranger tout. D'accord. Bon, si on y va pour le bon, on te demande des questions, tout simplement. D'accord. Si tu trouves, c'est bon. Si tu ne trouves pas, on a déjà arrangé. Ah, d'accord. Oui. Ok. Ça se passe comme ça. Quoi. Ok. Et la conduite, pareil? La conduite, c'est pareil. Bon, on te donne la voiture, tu fais ton possible. D'accord. Et puis termine. Ok. Pour la carte de résident, obligatoire pour s'inscrire à l'examen, direction l'hôtel de police. Le fonctionnaire qui nous reçoit est de mèche. Arrivé seulement la veille dans le pays, nous sommes officiellement résidents sénégalais. Ah ouais. Ouais. Sédou nous dira avoir glissé 5 000 francs CFA dans le passeport, soit un peu plus de 7 € pour s'attirer les bonnes grâces du fonctionnaire. Sédou nous emmène ensuite au bureau des permis de conduire de la ville. L'objectif, décrocher un rendez-vous pour passer l'examen dès le lendemain. Un responsable de l'administration sénégalaise nous rejoint dehors. Tout est arrangé, caché dans un journal. Voilà ton dossier. Notre dossier auto-école et une place à l'examen pour le lendemain. C'est le dossier de permis. D'accord, ok. Ouais. D'accord. On va remonter ça au patron. Ouais.
Bon, on va arranger ça, quoi. D'accord. Ne reste plus qu'à payer 300 € en liquide, de la main à la main. Le lendemain matin, le code de la route en poche passé la veille, nous nous rendons comme convenu sur un terrain vague de la banlieue de Dakar. C'est ici que les examens du permis de conduire ont lieu, 3 jours par semaine. Plus d'une centaine de candidats attendent leur tour, et nous ne sommes pas les seuls Français. Et pourquoi tu l'as pas passé en France? J'ai loupé. Ah, tu l'as loupé? Ouais. 1537 €. D'autres Français ont fait exprès le voyage pour profiter de ce moyen détourné d'obtenir le permis. J'ai fait un tir groupé, si tu veux. J'ai pris une formule où tu as le permis E, permis B, permis C et permis 125. Donc j'ai fait un truc groupé, quoi. T'as eu beaucoup de cours? Pour le code ou pour la conduite? Non, pour la conduite. Non, pour la conduite, non. Non, parce que comme j'avais déjà des notions, j'ai déjà conduit pendant quelques années en France sans permis. Comme prévu, il n'y a qu'une seule manœuvre à effectuer, le fameux créneau sénégalais entre deux piles de pneus, distantes de 20 mètres. Une place pour un camion. C'est maintenant à notre tour. Nous prenons place dans la voiture, sans même prendre le soin de nous attacher, ni de régler le rétroviseur. Le temps de se garer, 1 minute, et à l'arrivée, c'est gagné. C'est bon, j'ai mon permis? J'ai mon permis? Ok. Le problème, pour soi comme pour les autres, c'est le danger que peut représenter un permis de conduire obtenu de telle sorte. Nous n'irons pas chercher le papier rose obtenu frauduleusement. Mais pour les candidats qui viennent le passer ici, il n'y a plus qu'à l'échanger contre un permis français. Ça marche avec la centaine de pays qui ont signé des accords avec la France. Pour cela, il suffit d'aller à la préfecture, ça prend minimum 6 mois, le temps de prouver qu'on habite bien en France. Bonjour. Vous venez faire quoi ici? Pour recevoir mon permis de conduire. Vous avez un permis étranger? Ouais. Vous l'avez passé où, votre permis? En Syrie. C'est un permis brésilien. Au Brésil, ça coûte environ dans les 300 €. Est-ce que la sécurité routière avec un permis comme celui-là est correcte? Non, clairement non. Les gens au Brésil, ils les apprennent à conduire après. Parce qu'on passe le permis pour pouvoir conduire, mais c'est qu'après, à force de conduire, qu'on apprend à conduire. Rien qu'à Paris, il y a une quarantaine de demandes par jour en moyenne. Dans le lot, on trouve bien sûr des Français, comme ce jeune homme qui a fait des études en Égypte. Il en a profité pour y passer le permis. Bon, j'étais établi en Égypte et je suis français. J'ai dit je passerai mon permis là-bas, c'est mon droit, et de le traduire ici aussi c'est mon droit. Et ça me revenait moins cher, tout ça. Ça vous est rempli à combien? On va dire 50 €. Il est dur l'examen là-bas? Non. Vous avez fait quoi pour l'avoir? Marche avant, je fais 2-3 poteaux, j'évite, et après je fais marche arrière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas passé votre permis en France alors? C'est trop cher, ça revient, je sais pas, à 1 000 € du code de permis. Si je le rate en plus, c'est la totale. On peut donc être titulaire d'un permis français en bonne et due forme et rouler en ville sans même jamais avoir appris à conduire. Depuis quelque temps, les demandes d'échange de permis explosent, plus 20%. Un député a décidé de tirer la sonnette d'alarme. En octobre dernier, Marc Le Fur a publié un rapport parlementaire à ce sujet. En 2009, 100 000 personnes ont échangé leurs permis étrangers contre un papier rose français. Pour lui, c'est une dérive du système et cela représente un vrai danger. Ça pose un problème de sécurité routière. Parce qu'on voit rouler sur nos routes des gens qui, de fait, ont un permis français qu'ils n'ont pas obtenu dans les conditions d'exigence que nous posons dans notre réglementation nationale. On met le paquet sur la sécurité routière, mais il faut que la sécurité routière, elle soit pour tous, bien évidemment. Trop dur, trop long, trop cher. En France, les déçus du permis, et ils sont nombreux, ont trouvé une dernière alternative pour rouler sur la route en toute légalité. Ils passeraient presque inaperçus, mais surtout, ils n'ont aucun risque de se faire retirer leur permis.
Le mondial de l'automobile à Paris, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de gros cylindrés et de belles carrosseries. Des millions de visiteurs se pressent à ce salon. Depuis l'instauration du permis à points, on y expose de drôles de petites voitures, aux noms plutôt improbables, Châtenay, Ligier, Microcar ou encore Exam. Et les ventes semblent ignorer la crise. Il faut dire qu'elles ont un argument choc. Avec ça, éventuellement, vous pouvez démarrer à vous déplacer en voiture sans avoir votre permis de conduire. Et en ayant le code au moins ou Pas de code du tout. Ah. Donc l'avantage en fait c'est que je peux conduire sans passer mes heures de conduite. Ce sont ce que l'on appelle des voitures sans permis. Elles ont 4 roues, 2 places. Seule différence avec une vraie voiture, elles ne peuvent pas rouler sur l'autoroute ou le périph' et elles ne peuvent pas dépasser les 45 km/h. Pour la loi, elles sont considérées comme de simples scooters. Je vous en prie, installez-vous si vous voulez voir un petit peu. Et surprise, les acheteurs sont loin d'être à la retraite. Pourquoi vous ne passez pas votre permis? Vous avez déjà essayé de le passer ou pas? Non, mon code, oui, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu du premier coup, donc du coup, j'avais fait mes 20 heures de conduite, mais c'est compliqué. Très compliqué. Sabrina n'arrive pas à avoir son permis. Alors elle est prête à mettre 10 000 €, voire 14 000 € dans l'un de ses véhicules. C'est 1,5 fois plus cher qu'une petite citadine française. Un peu cher quand même. Un peu cher, mais ça vaut le prix, quoi. Ces voiturettes qui coûtent aussi cher sont fabriquées en France. Le lac du Bourget, en Savoie. C'est ici que le leader européen des voitures sans permis a installé son usine. Les 40 voitures qui sortent de la chaîne de production chaque jour sont toutes déjà vendues. Pour comprendre la réussite de la société de Philippe, son PDG, direction son garage musée. Voici les anciens modèles de la petite marque française. Il n'y avait que les papis et les mamies qui habitaient à la campagne pour en acheter. Pour séduire une nouvelle clientèle, Philippe a eu une idée, s'inspirer ouvertement des voitures à succès. On a commencé à faire un premier essai de clientèle jeune avec ce petit cabriolet. Ils ont vite ressorti un nouveau cabriolet au design plus moderne, puis un modèle ville qui ressemble à s'y méprendre à la Smart de chez Mercedes. Et que dire de la gamme Sport qui va jusqu'à copier la couleur de la Mini Cooper. Avec cette recette, les ventes de ces voitures sans permis ont décollé, comme par magie. Mais là, je crois qu'il n'y a que les chiffres qui peuvent parler. En 2002, on fabriquait 10 000 véhicules par an. Après la sortie de la gamme 2004, on est monté à 15 500 véhicules en 2007, soit 55% d'augmentation, essentiellement en allant toucher toutes les tranches de clientèle et à l'extrême les jeunes. Ces voitures sans permis sont-elles sûres? Pour le savoir, 2 journalistes spécialisés d'un magazine automobile ont accepté de les essayer pour nous sur circuit. On sait donc très bien que sur un tel choc, le véhicule serait pulvérisé et les occupants idem. Il va falloir s'y mettre, hein. Je l'ai acheté maintenant, il faut la conduire. Hein. Oui, là c'est n'importe quoi. La dame n'a pas la maîtrise de sa voiture. Si je rate ma conduite là, c'est encore un temps dessus, moi, d'attente, d'angoisse, de conduire dans l'illégalité. Ah, on te connaît. Super. Alors, comment ça marche ce permis? Tac. Premier test, celui de la baïonnette pour vérifier la tenue de route. Et elle ne s'en sort pas si mal. Autour du freinage d'urgence maintenant. Si la distance de freinage est bonne... Là, c'est quand même particulier. C'est que les roues arrière décollent de plus de 20 cm. C'est pas super sérieux, quoi. Ça, sur une voiture normale, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il suffit d'un petit choc à l'avant pour que l'arrière décolle pour de vrai, quoi. Donc la stabilité est pas géniale. Au bout d'1 heure d'essai, retour au stand.
Donc alors, le bilan, c'est quoi là? On va dire que c'est un véhicule qui est plutôt sûr par rapport à la vitesse qu'il propose, quoi, hein. Avec quand même un feeling au volant qui est pas excellent. Voilà. Sécurité en tant que tenue de cap, oui. Maintenant, en cas de choc, sécurité active, c'est un autre débat. La loi n'oblige pas ces voitures à se soumettre au crash test. Pourtant, ce constructeur en a fait un pilier de sa communication. Sur son site, on trouve différentes vidéos qui prouveraient que l'habitacle résiste bien au choc. Mais nos deux journalistes restent sceptiques. Il manque un élément important, c'est le crash latéral, qui consiste à propulser la voiture sur son côté contre un obstacle à 50 km/h. C'est quelque part un peu logique quand on voit comment est conçu le véhicule sans permis, avec des portes en plastique, avec très peu de renfort, voire aucun renfort. Où on sait donc très bien que sur un tel choc, le véhicule serait pulvérisé et les occupants, idem. Donc finalement, est-ce que vous recommanderiez à ceux qui n'ont pas de permis de rouler en voiture sans permis? En sachant que la sécurité passive du véhicule est quand même un peu limitée, enfin même très gravement limitée, c'est un choix à faire en connaissance de cause. En fait, ce qui pose le plus de problèmes avec ces voitures sans permis, ce sont surtout les conducteurs eux-mêmes. Regarde maman, elle va voir la voiture, Nana. Ouais, elle va pas. Elle... Yolande a 34 ans. Elle a déjà raté 2 fois son permis de conduire. Alors cette jeune mère de famille a décidé de passer à la voiture sans permis. Et c'est aujourd'hui qu'elle se fait livrer. Maman est pas trop grande, ça va aller. Maman. Hein, maman pourra t'emmener chez la nounou. Hein, on va pas galérer dans les transports comme ça. On s'installe? Pour la première prise en main, c'est le chauffeur-livreur en personne qui joue aussi les moniteurs. On y va tout doucement dans un premier temps. Voilà. Voilà, on redresse tout de suite, allez. Linéaire, voilà, on redresse. Malgré ses 75 heures de conduite au compteur, Yolène a un peu de mal. Mais d'après le livreur, tout devrait très vite rentrer dans l'ordre. Normalement, il faut pas beaucoup plus qu'une ou deux leçons, à vrai dire. Vous vous sentez à l'aise? Voilà, pas trop, mais bon, il va bien falloir s'y mettre, hein. Je l'ai acheté maintenant, il faut la conduire. Hein. Allez, on y va, on reste pas au milieu du carrefour. Voilà. Le livreur-moniteur a l'air beaucoup trop optimiste. Oh là là, oui, là, vous lui avez coupé la route. Hein. Ne me serrez pas trop, parce que je pourrais pas descendre. Non, mais c'est pas grave. Hein. Allez-y, voilà. Doucement, vous laissez partir un peu la voiture, vous redressez un peu là. Vous redressez dans l'autre sens. Non. Voilà. Allez, là c'est pas bon. Top. Dans les débuts, les gens ont tendance à inverser la marche avant sur la marche arrière. Et lorsqu'ils sont près de quelque chose, bon, ils ont tendance à toucher la poubelle, dans le jardin, des choses comme ça. Mais c'est vraiment des tout petits incidents quand même. Ça, c'est pour dépanner, hein. Mais après, j'espère bien avoir le permis et acheter une autre voiture après. Donc, ah ouais, bien sûr. Hein. Parce que là, c'est surtout pour avoir l'habitude de conduire et de ne pas reprendre à zéro à chaque fois à l'auto-école. Il se vend 30 000 voitures sans permis chaque année en France. Pour rouler avec, il faut bien sûr respecter le code de la route, mais on n'est pas obligé de savoir conduire. Et c'est bien ce qui inquiète les associations de la prévention routière. J'y arrive plus. Oui, là, c'est n'importe quoi. La dame n'a pas la maîtrise de sa voiture. Elle fait des marches avant, des marches arrière. Et elle freine à la dernière minute, vous voyez. Elle n'y arrive pas. En France, en 2009, il y avait 140 000 véhicules sans permis. Sur ces 140 000 véhicules sans permis, il y a eu 290 accidents corporels, dont 21 tués. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ce sont des voitures qui sont fragiles. Ce sont des voitures qui peuvent écraser des piétons, qui peuvent renverser des enfants. À petite vitesse, certes, mais à 45 km/h, on tue quelqu'un. Pierre Gustin compte bien militer pour faire changer la réglementation, afin que les conducteurs de voitures sans permis, comme pour les mobylettes, soient obligés de prendre quelques heures de conduite avant d'avoir le droit de prendre un volant.
C'est enfin le jour J pour Mehdi, le conducteur sans permis qui a décidé de se mettre en conformité avec la loi. Aujourd'hui, il repasse son permis. Et il n'est pas le seul à être venu se racheter une conduite. Ah, t'es mécano, donc ça veut dire que tu conduis à la base? Tous les jours. Tous les jours. Mais t'avais pas ton permis ou c'est pas? Non, on m'a enlevé. On t'a enlevé comme moi. Ah, d'accord, ok. Tu savais combien de temps tu conduisais quand sans permis? Des années. Et t'as décidé que maintenant de le repasser. Pourquoi? C'est le moment d'être dans le... C'est quoi? Arrivée des inspecteurs. Pour Mehdi, le moment fatidique approche. Je suis dans le couloir de la mort, comme on dit, mais si je rate ma conduite, là, c'est encore un temps de 6 mois d'attente, d'angoisse, de conduire dans l'illégalité. C'est un cauchemar. C'est au tour de Mehdi. À la clé, peut-être un nouveau permis et la fin de plusieurs années à rouler dans l'angoisse. À condition toutefois de faire un sans faute. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce que je vous demande par contre, c'est bien sûr de respecter le code de la route. Hein. Bien sûr. Vous avez déjà conduit, donc c'est respect du code de la route au pied de la lettre. Hein. Allez, c'est parti. On pourrait croire qu'avec ceux qui ont perdu leur permis, les inspecteurs sont plus coulants. En fait, ils se montrent intransigeants. 35 minutes plus tard, retour de Mehdi au centre d'examen. Les inspecteurs ne donnent plus le résultat sur le moment. Et comment ça s'est passé? Franchement, dans l'ensemble, on va dire que, allez, si je dois me donner une note, allez, 15 sur 20. Donc à votre avis, c'est bon? Je sais pas, je vais pas dire ça. Je veux pas dire que c'est bon alors que je sais pas encore sur le bon coup, quoi. Mais en tout cas, je stresse là. Le stress continue, encore 48 heures de stress. La réponse, il la recevra par la poste. 2 jours plus tard, nous retrouvons Mehdi chez lui. La solution à toutes ces angoisses depuis 3 ans est arrivée dans sa boîte aux lettres. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ah, oh, t'es con. Super. Si l'avis est favorable, il recevra un permis probatoire comme s'il était un jeune conducteur, avec seulement 6 points dessus. Alors, comment ça marche ce permis? Tac. Ok, favorable. Super. Je tourne une page de peur, d'angoisse. Maintenant, une nouvelle page qui s'ouvre en faisant beaucoup attention à mes points, à la conduite, à la manière de conduire, à la manière de côtoyer la route, en fait. Hein. Tout simplement, voilà. Son permis, il est bien décidé à le conserver. Plus que n'importe qui, Mehdi connaît la valeur de ce petit bout de papier rose. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt sur TMC. Merci, bonsoir.